Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus à cette conférence de presse. Je suis Federico Palermiti, je suis le conseiller technique de l'association France Tutelle et j'ai le plaisir d'animer cette séquence. On va avoir concrètement 45 minutes, 1 heure de présentation. Les questions seront bien évidemment à la fin. On aura une bonne demi-heure pour échanger. On vous passera d'ailleurs un micro pour que tout le monde puisse s'entendre. Le déroulé de la séquence va être en 7 points et je vais appeler immédiatement l'ensemble de nos intervenants. Donc Jacques Delestre va présenter et introduire cette conférence de presse. Ensuite, il y aura une présentation de Boris Lachaud, qui est le directeur de France Tutelle. Nous avons l'honneur d'avoir le professeur Gilles Raoul-Cormeille qui nous fait l'amitié d'être ici et qui a participé à nos travaux. D'ailleurs, Gilles, tu peux venir déjà t'installer en tribune. Patrick Levard, qui est le secrétaire général de l'association, nous expliquera la genèse de notre projet. Patrick, tu peux également t'asseoir exactement. Je reviendrai pour vous préciser un petit peu la méthodologie et notamment les résultats de notre enquête. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'échanger sur les solutions fiscales qui seront présentées par Florent Belon. Tu peux aussi également t'asseoir. Jacques, je vais te passer la parole pour un mot de bienvenue. Le micro est à toi. Bonjour, bienvenue à tous. Voilà, je m'appelle Jacques Delestre, je suis heureux président de cette association France Tutelle que l'on a cofondée il y a quelques années, il y a 8 ans de ça. Alors moi j'ai des souvenirs ici dans cette salle parce qu'en 2019 on a présenté notre premier baromètre. Les premiers baromètres sur les personnes qu'on appelle les invisibles, tous ces aidants familiaux, c'est 11 millions de personnes. C'est aujourd'hui une personne sur 5 qui est aujourd'hui aidant familial. Et ça sera bientôt demain, en 2030, une personne sur 4. Voilà, donc voilà, ça vous donne un petit peu des perspectives. Et au-delà de ces aidants familiaux, il y a aussi la cible que l'on a aujourd'hui choisi d'accompagner, c'est tous les protecteurs familiaux. Donc ces protecteurs familiaux qui sont aidants et en même temps qui accompagnent juridiquement un proche, eux ils sont 1 million, dont 500 000, un peu plus de 500 000 qui sont suivis par un membre de la famille. Alors ces personnes on les appelle les invisibles, il n'y a pas de registre sur ces... Qui sont-ils? Voilà. Et donc en tout cas ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de repères. D'où la création de cette association. On aura notre directeur général qui va vous donner les axes de ce qu'on fait dans France Tutelle, comment on les accompagne. Voilà. Donc moi, il me reste à vous dire, à vous souhaiter une bonne réunion ce matin, cette présentation après le baromètre, cette présentation du plaidoyer. Et je dois remercier en tout cas nos mécènes, parce qu'on a un modèle économique qui est simple, c'est 100% mécénat. Donc plus simple que ça, ça n'existe pas. Et on a des petits mécènes, des donateurs. Et plus particulièrement, je voulais également, il y en a qui sont présents, associer et remercier nos grands mécènes, nos grands financeurs. Donc il y a Covea qui nous accompagne depuis le début de l'aventure. Merci à eux. Et après, il y a eu d'autres qui sont venus au fur et à mesure. Il y a Aldéran, merci Pauline. Il y a Arkea, Judy. Merci aussi à Olifan. Et merci à Amer Gélim, qui font partie de ce cercle des grands financeurs. Je suis convaincu que ce cercle va s'agrandir au fur et à mesure parce que l'enjeu est énorme. Et parce qu'on a besoin effectivement de tous ces médecins pour continuer à sortir des études, à accompagner cet enjeu sociétal qui est immense. Merci et bonne réunion. Merci beaucoup Jacques. La parole à Boris Lachaud, qui est le directeur de l'association, qui va vous dire quelques mots sur France Tutelle. Merci Federico, bonjour à tous. Si tu permets Jacques, je rajouterai Gay-Lussac Gestion dans nos grands financeurs, un comité des grands financeurs, et plus particulièrement Aurélia de la Malène, sa directrice générale, qui en plus de nous accompagner au niveau du mécénat, est une ambassadrice pour France Tutelle sur la région parisienne.
Alors, l'association France Tutelle, Jacques vous l'a dit, on s'intéresse beaucoup aux aidants, on s'intéresse particulièrement aux protecteurs familiaux, 500 000 d'entre eux ici en France. Des gens, il faut le savoir, qui reçoivent un jugement un jour comme ça, en passant, en sortant du bureau du juge, et qui se retrouvent avec des missions, des responsabilités, donc ils n'ont pas forcément conscience. Ils n'ont aucune formation, à l'inverse des professionnels qui subissent une formation de 350 heures, enfin qui bénéficient plutôt d'une formation de 350 heures. Eux, ces protecteurs familiaux se retrouvent simplement avec un jugement sans trop savoir comment faire. Alors, c'était l'idée de base de Jacques et de Patrick, c'était d'essayer de les accompagner. Alors pour ça, très simplement, on a un pôle soutien chez France Tutelle avec une hotline gratuite qui peut exister grâce à nos financeurs que l'on a évoqués. Les gens prennent rendez-vous, nous appellent et tombent au téléphone sur un expert, en tout cas quelqu'un qui connaît parfaitement les mesures de protection juridique, quelqu'un qui peut sans difficulté les accompagner dans les obligations qui vont être les leurs. Ils peuvent appeler une fois, ils peuvent appeler 2 fois, ils peuvent appeler autant de fois qu'ils le veulent et profiter de cette ligne téléphonique gratuite. Au bout d'un moment, certains d'entre eux décident d'adhérer, là c'est leur choix, puisqu'avec cette adhésion, ils auront un accompagnement un petit peu plus personnalisé, dirons-nous, un petit peu plus poussé. Ça, c'est la première fonction de France Tutelle, c'est cet accompagnement, c'est ce pôle soutien pour les protecteurs familiaux. Ensuite, c'est développer le pôle recherche. On est là aujourd'hui pour profiter du travail du pôle recherche de 2023 et qui a énormément travaillé sur ce plaidoyer fiscal qui va vous être présenté aujourd'hui. C'est un comité d'experts, dont par exemple Gilles ou encore Florent ont fait partie, qui a élaboré ce travail qui vous est aujourd'hui proposé. Un autre travail va être développé courant 2023 avec ce même comité d'experts ou d'autres personnalités qui vont l'intégrer et qui s'interrogent beaucoup sur ce monde de la protection juridique des majeurs et plus particulièrement sur la place de la famille dans ce monde de la protection juridique des majeurs. Et enfin, en troisième pôle d'activité chez France Tutelle, où on est en plein développement, c'est la formation. Une formation avec 2 entrées. Formation vers les professionnels qui sont à un moment donné non pas touchés, mais qui approchent la vulnérabilité de fait de leurs fonctions. Ça peut être des notaires, des avocats, ça peut être des banquiers, ça peut être des gestionnaires de patrimoine, pourquoi pas, qui sont en contact fréquemment avec la vulnérabilité et qui ne savent pas forcément comment appréhender ou intégrer cette vulnérabilité dans leur mission. Et formation aussi vis-à-vis des protecteurs familiaux. On en parlait en début et en introduction. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils doivent faire et ne savent pas comment le faire. Donc on s'intéresse beaucoup avec France Tutelle à un programme de formation vers les protecteurs familiaux, quelque chose d'assez simple, d'assez édulcoré, mais qui leur permette de visualiser assez bien leur mission, de visualiser parfaitement leurs responsabilités et donc d'accompagner au mieux la personne vulnérable. Voilà sur les champs d'action de France Tutelle. Au final, vous verrez qu'on apparaît également pas mal sur des événements caritatifs. Ça tient à cœur de notre conseil d'administration et même de toute l'équipe de France Tutelle d'accompagner certains, non pas projets, mais certains événements caritatifs. Et en ce moment, notamment, avec Invincible été, un film qui évoque la maladie de Charcot avec Olivier Goa. On fait un petit tour de France. France Tutelle participe avec l'Institut du cerveau à la présentation de ce film. Je vais vous laisser maintenant parler sous et fiscalité avec nos intervenants. Et sinon, si vous voulez en savoir plus sur nous, je vous invite simplement à vous connecter sur notre site internet. Merci beaucoup, Boris. Alors, première séquence, on va évoquer la question des constats et des enjeux pour que vous ayez un peu une photographie à 360 degrés de pourquoi ce sujet-là est aujourd'hui un problème en France. Et j'ai envie, pour commencer, Gilles, de te poser une question extrêmement simple. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, s'il te plaît, expliquer comment fonctionne en France ce mécanisme de la protection judiciaire? Tout le monde n'est pas au même niveau d'information et c'est assez complexe. Juste pour comprendre un peu les acteurs de cette protection en France. Et je te poserai encore 2 petites questions si tu en es d'accord. Alors, le regard change sur la protection juridique des majeurs. Souvent, en termes de vocabulaire, on pense à la curatelle et la tutelle. Aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup plus de mesures de protection juridique. Donc, la question du vocabulaire n'est quand même pas complètement neutre. Mais si on veut faire assez simple, on dit qu'il y a différents degrés de vulnérabilité. Donc, il y a des personnes qui ont besoin d'assistance et puis il y a des personnes qui ont besoin de représentation. Donc d'abord, voilà, ça c'est pas toujours très simple de comprendre est-ce qu'on est dans une mesure d'assistance ou une mesure de représentation. Peu importe qu'on l'appelle tutelle,
ou habilitation familiale générale par représentation, ou curatelle, ou un autre nom, le mandat de protection future, les formes contractuelles de protection se mettent également en place. Tout ça pour vous dire que la matière est un petit peu compliquée parce qu'on n'a pas voulu simplifier l'ensemble, on a ajouté à chaque fois de nouveaux instruments sans avoir une vision d'ensemble. Vis-à-vis des familles, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est assez compliqué, c'est que la matière est égocentrée. C'est-à-dire que quand on a une mesure, toutes les décisions doivent être prises dans l'intérêt du majeur protégé. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre, parce que quand on vit en famille, on ne peut pas dire qu'on prend toutes les décisions que pour soi. On vit ensemble. On les prend pour un couple ou on les prend avec ses enfants. Et quand on ouvre une mesure de protection juridique, toutes les décisions doivent être justifiées par l'intérêt du majeur protégé. Ça, c'est un petit peu compliqué, parce que de bonne foi, beaucoup de familles vont vouloir prendre des décisions, procéder à des arbitrages, mais dans un intérêt de la famille. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile à comprendre, que c'est l'intérêt du majeur protégé. Les familles, c'est aussi la solidarité. Et c'est pour ça qu'on parle de protection des familles. C'est parce qu'en fait, les familles doivent assurer la protection de l'un des leurs. On l'a écrit dans la loi de 2007, la protection des personnes vulnérables est un devoir des familles. Moi, je m'en suis étonné en tant que professeur de droit qu'on soit si moraliste. Et on a pu l'écrire dans la loi parce qu'on a eu la canicule de 2003. Vous vous souvenez tous de la canicule de 2003 et de ce ministre qui a été obligé de démissionner parce qu'il avait pris le problème un peu à la légère en plein été. Il n'y a pas eu beaucoup plus de morts quand vous regardez les courbes. Les gens sont morts un peu plus tôt, mais finalement, il n'y a pas eu beaucoup plus de morts. Par contre, ça nous a révélé que dans notre société, la solidarité n'allait plus de soi. Et ça nous a donné un message qu'il n'y avait pas de solidarité, alors que c'est faux. Tu l'as dit tout à l'heure, 11 millions d'aidants. Il y a beaucoup de solidarité familiale. Et grâce à tous les travaux préparatoires de notre recherche, on a pu se rendre compte, après tous les retours qu'il y a, de tous les coups de téléphone qu'il y a à l'égard de France Tutelle, qui est véritablement une accumulation de données qui sont très, 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 très utiles pour comprendre comment nos concitoyens vivent la vulnérabilité de l'un des leurs. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de solidarité familiale et que beaucoup d'aidants donnaient et leur temps et leur argent sans compter. On leur demande combien, entre 100 et 1000 euros par mois, sans qu'ils puissent récupérer la moindre de ces sommes. Donc, pour le professeur de droit que je suis, ça pose vraiment problème parce que ça fait 2 siècles qu'on n'a pas repensé la solidarité familiale dans le Code civil. Voilà. Et donc, on vous parle d'un sujet, la solidarité des protecteurs familiaux, ils doivent exercer leurs mesures gratuitement. C'est écrit à l'article 419 du Code civil. C'est un devoir. S'ils avancent des sommes et qu'ils veulent se faire rembourser, ils doivent le justifier, car tout se fait dans l'intérêt du majeur protégé. Et tout cela, c'est à la fois, en fait, tu le disais tout à l'heure, beaucoup de responsabilités, beaucoup de contraintes, beaucoup de suspicions, alors que nous sommes face à des personnes qui sont prêtes, finalement, à donner sans compter pour un temps qu'ils ne regardent pas. Et c'est là qu'on s'est posé comme question, nous, est-ce que ce n'est pas la tâche régalienne de l'État que finalement d'encourager et de récompenser les bons comportements, pour le faire simple. Si on est un peu prospectif, est-ce qu'on peut dire que la place des familles dans la protection judiciaire, elle va augmenter? Et si oui, pourquoi? On a 2 systèmes en France, soit la mesure est exercée par la famille, soit elle est exercée par un professionnel. Est-ce qu'on voit qu'effectivement, il y a de plus en plus de familles qui exercent? Et est-ce que c'est un peu dans l'air du temps? C'était ça ma question. Alors, pour répondre de manière plus courte, parce que j'étais un peu long tout à l'heure, 3 points. Évidemment, à l'avenir, le vieillissement de la population, je ne sais plus si c'est toi, Jacques, qui a parlé de 2030. Voilà, 2030, il y aura un nombre de personnes âgées de plus de 65 ans considérable. Il y aura plus de personnes de plus de 65 ans que de personnes de moins de 15 ans. Et cela n'est jamais arrivé dans notre société depuis que l'homme est homme. Donc une société avec beaucoup de personnes âgées, une société avec beaucoup de personnes vulnérables. Je ne dis pas que toutes les personnes âgées sont vulnérables, évidemment. Mais en tout cas, clairement,
clairement, il va y avoir beaucoup plus de personnes vulnérables. L'alternative des familles, c'est quoi? Ce sont les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. On a un petit recul sur ce nouveau métier depuis 2007, depuis 15 ans. C'est un corps de professionnels qui s'épuise, c'est un corps de professionnels qui ne comprend pas toujours, parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés, la complexité de leur mission. C'est un corps de professionnels auquel on demande 60 à 80 mesures par professionnel. Bref, on ne peut pas attendre plus d'eux et on ne pourra pas en former davantage puisque déjà on a du mal à les renouveler puisqu'ils sortent assez souvent de cette profession. Donc oui, on aura besoin des familles et encore plus demain qu'aujourd'hui. Après, il ne faut pas les opposer. Je pense que les MJPM et les familles ont besoin de travailler ensemble et que ce qu'on peut beaucoup attendre des MJPM, c'est aussi d'aider les familles, d'être en soutien avec les familles. Aujourd'hui, tu l'as déjà annoncé, 500 000 protecteurs familiaux sur 1 million de mesures. On a du mal à vous donner des chiffres exacts, tout simplement parce qu'on compte les entrants, mais on n'arrive pas à compter les sortants. Parce que sur les actes de l'état civil, eh bien, on écrit quand il y a une mesure, mais quand il y a un décès, on ne fait pas de statistiques pour dire quand la personne est décédée, avait-elle une mesure ou n'avait-elle pas de mesure. Donc c'est assez rare qu'on arrive à avoir des statistiques très précises. On sait qu'aujourd'hui on en a 1 million, et surtout on sait que depuis la mise en place de l'habilitation familiale, progressivement, l'habilitation familiale c'est plus d'1 tiers des mesures. Donc si vous ajoutez les curatelles et les tutelles familiales, on est depuis 2022 à 55% de mesures familiales par an, 2021 54%, donc on a changé déjà. En 2017, il n'y avait que 39% de mesures familiales. Donc vous voyez, 39, on est passé à 55. Donc ça y est, le principe de préférence familiale est aujourd'hui respecté. Donc ça ne va aller qu'en s'accroissant tout cela, avec des familles qui vont être confrontées à de plus en plus de vulnérabilité. C'est effectivement notre point de départ de la réflexion de notre comité d'experts, de se dire qu'effectivement, de manière prospective, le nombre de familles va forcément augmenter. Et concrètement, comment France Tutelle peut essayer de s'emparer de ce sujet-là et d'être force de proposition à travers ce plaidoyer qu'on vous propose. Je te reposerai quelques questions juste après, mais je vais passer de suite la parole justement à Patrick Levard qui va nous dire pourquoi ce plaidoyer est un petit peu la genèse de notre approche et de ce qu'on souhaite faire. En fait, le premier constat, tu viens de le faire, c'est l'accroissement des mesures de protection qui sont confiées à des membres de la famille en général. Il y a aussi un effet que tu n'as pas trop relevé, mais cette déjudiciarisation engagée, elle est faite dans le sens où on dit, ça c'est la partie noble, oui c'est bien que la famille prenne en charge, etc. Mais la vraie raison aussi, c'est que ça désengage l'État financièrement. Parce que les mandataires judiciaires qui sont les MJPM, qui eux sont rémunérés, ils sont rémunérés par l'État, en grande partie, alors que le mandataire familial, lui, est rémunéré par personne. Et donc en fait, il y a en plus cette accélération, cette volonté de l'État de se désengager financièrement, en plus de l'effet mécanique d'avoir de plus en plus de personnes vulnérables et d'avoir de plus en plus de mesures de protection comme l'habilitation familiale ou comme les mandats de protection future qui sont en train de mollement se développer, mais qui se développent quand même et qui vont faire qu'on va être sur une courbe croissante. Donc voilà, donc ça c'est déjà, nous on a vu ça, on se dit c'est très gentil, l'État dit c'est bien que la famille soit prioritaire, mais dans le fond ça arrange bien l'État que la famille soit prioritaire et qu'elle ne donne pas ça à un mandataire professionnel. Après, on parle des... Alors, tu as parlé d'Invincibilité. Invincibilité, c'est un film dont on fait la promotion parce qu'on a un de nos amis dans la finance qui était qui a atteint la maladie de Charcot. Et donc, son association, c'est les Invincibles. Si nous, on devait lancer une association, on pourrait l'appeler les Invisibles. Parce qu'en fait, en effet, tous ces tuteurs familiaux qui sont déjà des aidants familiaux, qui sont déjà en charge l'accompagnement d'un proche, se trouvent, je dirais, avec la double peine d'avoir en plus la responsabilité juridique et donc tout ce qui en découle, sans aide, sans formation, sans encadrement, sans rien en fait, sans aucun filet. Moi, je l'ai vécu indirectement
avec Jacques de la même façon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé France Tutelle tous les deux au départ. On a été confrontés à ces problèmes de parents devenus vulnérables. Et on s'est aperçu très vite qu'on était complètement abandonné tout seul et qu'on n'avait pas de soutien, pas d'accompagnement, pas de formation, rien du tout. Donc oui, il faut les rendre visibles. Il n'y a pas de répertoire, on ne sait pas qui est tuteur familial. Dans les entreprises, on n'en parle pas. Les salariés aidants ne veulent pas parler de leur situation parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés ou d'être soupçonnés de manquer d'efficacité parce qu'ils ont des préoccupations. Donc c'est un vrai sujet et il faut qu'on porte cette voix-là. Voilà. Après, la reconnaissance de l'utilité sociale des protecteurs familiaux, bah oui, c'est ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où on passe la charge qui normalement était sur un tuteur professionnel, sur un tuteur familial, il y a vraiment un basculement total de cette utilité sociale. Et là aussi, il faut vraiment qu'il y ait une reconnaissance du rôle important du tuteur familial. Voilà. Après, notre réflexion, elle a porté en effet sur le coût. On va y revenir après, je pense, hein, sur les études qu'on a faites auprès de nos adhérents. Il y a le poids mental, la charge mentale de s'occuper d'un proche en tant qu'aidant, la responsabilité de l'accompagner en tant que tuteur ou curateur. Et il y a aussi tout le temps passé, ce qu'on dépense, le manque à gagner, qui est difficile à chiffrer, qu'on a réussi à chiffrer quand même. On a quelques indications. Et là, on se dit, bah, l'État ne finance plus un tuteur professionnel. Faisons quelque chose pour le tuteur familial en compensation de ce qu'il fait. Donc c'est ça qui nous a amené à travailler sur le plaidoyer. Merci beaucoup Patrick. Justement, pour revenir un petit peu sur comment on s'y est pris, qu'est-ce qu'on a fait durant l'année 2013, en fait, notre méthode était extrêmement simple. On a commencé par faire un peu une revue de littérature sur ces sujets-là. Et très concrètement, je vais être un peu trivial, mais la littérature sur la question de la tutelle familiale des protecteurs familiaux, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pas un sujet qui est investigué par les sciences humaines, par le champ économique, alors qu'on a pléthore d'études sur la protection judiciaire. Donc déjà, c'était un premier constat, c'est que, à mon avis, il faut continuer à encourager des chercheurs à travailler sur ces sujets-là. Et on a réalisé également une enquête flash auprès des personnes qui nous appellent sur notre plateforme téléphonique. On va vous présenter les résultats. Donc notre première étape était vraiment d'essayer d'observer et d'analyser ce qui se fait sur ce sujet-là. Ensuite, on a un comité d'experts chez France Tutelle, qui est un comité, tu l'as dit, composé de différentes personnalités. On le veut pluridisciplinaire à 360 degrés. On a effectivement des professeurs de droit comme toi, Gilles, mais aussi des fiscalistes. On avait des notaires, on avait des associations tutélaires, on avait des aidants tuteurs familiaux. Bref, l'idée était de se réunir, de travailler ce sujet-là et d'essayer de croiser les regards et les expertises. Tout ça fondé dans une logique, comme on disait, à la fois de solidarité, d'équité et d'intérêt général. Et là, on en est à la troisième étape, qui est de diffuser nos travaux. Je reste persuadé que ce sujet-là de la protection familiale, et plus globalement de la protection judiciaire, c'est pas qu'un sujet justice. C'est pas qu'un sujet limité au ministère de la Justice ou de droit. C'est vraiment un enjeu qui est sociétal. Ça traverse absolument toutes les dimensions de notre société. Et c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui, quoi. On fait une conférence de presse parce qu'on veut à la fois alerter l'État sur ces sujets-là et mettre un coup de projecteur sur cette thématique, mais aussi vous êtes nombreux de professionnels de champs extrêmement variés, d'essayer de sensibiliser tous les acteurs de la société civile et dire que cette question-là de la vulnérabilité, c'est un vrai sujet qui va nécessiter d'une manière ou d'une autre une mobilisation de la société. Si je reprends le champ patrimonial, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont de ce champ-là. Vous prenez l'AMF, la CPR, ils se sont emparés du sujet depuis de nombreuses années. Ils ont évoqué la question des tuteurs. Aujourd'hui, ils sont sur ce qu'on appelle la zone grise. Donc, quand une personne est fragilisée d'un point de vue, on va dire, cognitif, mais qu'elle n'est pas encore protégée juridiquement, on voit bien qu'il y a un sujet spécifique par rapport au champ patrimonial. Donc oui, c'est un vrai sujet de société et il faut que tout le monde s'en empare. Tu parlais notamment des salariés aidants. Là aussi, c'est un vrai sujet sur lequel on pourra revenir.
Juste à titre d'information avant de revenir sur les résultats, dans le processus de notre plaidoyer, on en est à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on a envoyé le plaidoyer au gouvernement. On a été reçu il y a 15 jours, Boris, par le conseiller fiscalité à Bercy, qui nous a écoutés, qui nous a entendus. On va rencontrer le conseiller justice, j'espère très prochainement, solidarité. Vous voyez bien que c'est un sujet qui est interministériel, c'est aussi ça la complexité. C'est-à-dire qu'il va falloir toquer aux portes des différents ministères et de les sensibiliser. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est aujourd'hui, c'est faire que la société civile soit informée de nos travaux et puis se saisir de ces enjeux-là. Troisième étape, on va diffuser ce plaidoyer à tous les députés, à tous les sénateurs, pour que effectivement nos représentants puissent eux aussi se saisir du sujet en espérant qu'un député, un sénateur ait un écho particulier par rapport à notre sujet pour qu'il puisse le porter au niveau législatif. Donc on est vraiment dans une phase intermédiaire et aujourd'hui elle est vraiment de partager nos résultats et ce plaidoyer. On vous disait, on l'a dit à plusieurs reprises, on a mené une enquête auprès des familles qui téléphonent à notre plateforme téléphonique. Et l'idée, quand on parle effectivement de solutions fiscales ou d'essayer de reconnaître un statut fiscal pour les protecteurs familiales, il fallait bien qu'on ait à un moment des chiffres. Donc on vous en a pris 3. On s'est dit d'abord, être protecteur familial, ça prend du temps. Donc on s'est dit combien de temps les gens passent très concrètement. Et on voit que dans notre enquête, que par semaine, les protecteurs familiaux passent majoritairement entre 2 et 4 heures par semaine pour exercer leur mission. Concrètement, c'est des rendez-vous avec le tribunal, des coups de téléphone, des papiers administratifs. Si on le met sur une année, parce que vous allez voir qu'on fait une comparaison avec notamment les protecteurs professionnels, on est entre 120 heures et 240 heures. Donc c'est pas rien, et on le répète, en plus de l'aide au quotidien qu'ils font très souvent, concrètement, aller faire les courses, accompagner leur père ou leur mère ou leur enfant quand il s'agit de situations de handicap dans tous les rendez-vous médicaux. Donc c'est vraiment une charge supplémentaire en plus de leur mission d'aidant. Ensuite, on s'est posé la question de savoir concrètement quel était le domaine ou la nature des dépenses que ces protecteurs familiaux allaient concrètement allaient être impactés par la mission de protecteurs familiaux. Donc on voit bien que c'est majoritairement des dépenses d'ordre administratif. Concrètement, aller à la poste, imprimer des papiers, enfin vraiment toutes les conséquences liées à la gestion d'une mesure et des aspects purement administratifs. On voit bien que les déplacements sont aussi une source de dépenses extrêmement importantes, que ce soit pour aller au tribunal, mais aussi pour se rendre auprès de la personne qu'elles accompagnent. Ce qui nous a un peu plus étonné, mais en même temps, alors on ne le prend pas en compte dans notre solution fiscale, mais les dépenses de première nécessité. Moi, je trouve que c'est un sujet, on n'en parle pas beaucoup, parce que derrière protecteur familial, vous avez forcément, d'un point de vue éthique, la question du devoir moral. Et on ne se pose pas de questions. Concrètement, maman a besoin de courses, maman a besoin de produits d'hygiène, je vais le faire naturellement. Je vais le faire naturellement, bien évidemment, parce que je suis aidant. Mais quand on les interroge, on voit très bien que ces dépenses-là, qui ne sont pas des dépenses réellement liées à la mission de protecteur familial, elles ont une place plein négligeable. Alors après, on peut discuter la solidarité familiale. Gilles, je pense que tu auras des éléments. Mais je trouve que de le dire, ça exprime quelque chose. Et c'est des dépenses qui sont, elles aussi, parfois invisibles et qui passent dans le radar des flux qui peuvent exister dans la cellule familiale. Donc, de quelle nature sont les dépenses et concrètement, combien ils dépensent? Alors, là, vous avez des estimations par an. Donc, on voit que majoritairement, si on prend les deux items les plus importants, la fourchette, elle se situe, tu l'as dit Gilles, entre 100 et 1000 euros, même si on voit quand même que 22% dépensent entre 1000 et 5000 euros par an. Donc ça, c'est ce que les personnes qui protègent une personne vulnérable, pardonnez-moi, je me répète, dépensent sans récupération sur les deniers de leur
personnes protégées. C'est extrêmement important de le garder à l'esprit parce que c'est bien ça qui pose souci et c'est cette estimation-là qui nous a permis un peu de dégager les deux solutions fiscales. Cette estimation, personne ne l'avait faite, donc on en est particulièrement fiers. Bien évidemment, elle mérite d'être affinée, ça c'est évident, mais en tout cas, ça nous donne des repères, ça nous donne une fourchette sur laquelle il faudrait essayer d'agir et de trouver des solutions extrêmement concrètes. Vous aurez dans le plaidoyer d'autres données, mais c'était les trois que je voulais partager avec vous parce qu'elles illustrent vraiment l'enjeu et le pourquoi de notre mobilisation. Une dernière slide, pardonnez-moi, qui n'est pas chiffrée cette fois-ci, mais tu le disais, Jacques, tout à l'heure. On dépense de l'argent, mais il y a des choses qu'on ne peut pas chiffrer et qui pourtant sont extrêmement impactantes. On renonce à sa vie personnelle, on le voit à 70%, à sa vie familiale, on passe moins de temps, à sa vie sociale, à des sorties, à des vacances. Sa vie professionnelle est impactée, donc on voit bien que on a certes de l'argent qu'on dépense de manière annuelle, mais en plus on va renoncer ou adapter des composantes de notre vie qu'on n'a pas chiffrées là, mais qui serait intéressant à mon avis d'évaluer. C'est pour ça aussi qu'on dit, à côté de la charge financière, il y a aussi la charge psychologique qui est particulièrement lourde quand on voit les renoncements ou les adaptations que le protecteur familial doit faire au quotidien. Sur les solutions fiscales que va vous présenter Florent, juste peut-être quelques réflexions préalables, parce qu'on s'est forcément posé énormément de questions avant d'imaginer les solutions qu'on pouvait proposer. La première chose qu'on s'est dite, c'est qu'il va falloir très concrètement définir un périmètre clair de bénéficiaires. On parle d'aidants, on parle de tuteurs, on parle d'habilités. On s'est dit que dans ce plaidoyer, les bénéficiaires devaient être ce qu'on appelle nous les protecteurs familiaux. Donc concrètement, tuteurs, curateurs, habilité familiale ou mandat de protection future, pardonnez-moi. L'idée, elle est très simple, elle est de se dire il faut qu'on ait à un moment une possibilité de contrôle. Si vous proposez des réductions fiscales, il faut que l'administration puisse contrôler et le meilleur moyen, c'est d'avoir un jugement. Ces dispositifs-là, tuteur, curateur, vous avez une décision de justice, donc l'administration pourra sans aucun problème contrôler qu'effectivement vous êtes protecteur familial. Ça, c'était la première réflexion préalable. La deuxième, tu l'as dit Jacques tout à l'heure, elle était vraiment essayer de dire que le protecteur familial exerce une vraie mission d'intérêt général et c'est au titre de cette mission d'intérêt général qu'une reconnaissance fiscale pourrait lui être accordée. Je le disais tout à l'heure, notre réflexion aussi était de se dire qu'il faut absolument faciliter le contrôle de l'administration, d'où ce choix de limiter le bénéfice de ce statut fiscal aux protecteurs familiaux pour qu'effectivement ça puisse être facilement contrôlable par l'administration, mais aussi facilement dans la déclaration. C'est-à-dire que concrètement, vous allez sur votre feuille d'imposition, vous cliquez, il y a une case. L'idée, elle était vraiment essayer de faciliter et le processus et le contrôle, mais ça, nous y reviendrons juste après. Une avant-dernière réflexion, c'était de se dire on veut des solutions qui soient équitables pour tous. C'est pour ça qu'on en a choisi deux, Florent y reviendra, pour qu'effectivement le plus grand nombre soit concerné. Et on en a un tout petit peu parlé, tu parlais de la zone grise tout à l'heure. La loi fiscale, elle est certes redistributive dans sa philosophie, mais elle est aussi incitative. Et on sait très bien que par rapport à cette période grise que tu disais, cette zone grise, beaucoup de personnes deviennent de plus en plus fragiles, mais pour autant ne sont pas sous mesure de protection judiciaire. Et pour autant, les familles, concrètement, vont continuer à faire des mouvements bancaires avec peut-être une procuration, à gérer des biens sans réel cadre juridique. L'idée aussi de ce statut, c'est de se dire, parce que vous allez bénéficier d'une solution fiscale, on peut inciter à davantage de sécurité et donc éviter tout abus de représentation, ou en tout cas de gestion sans cadre juridique clair. C'était aussi ça qu'il y avait dans la philosophie de nos solutions. Et enfin, on l'a dit, il faut mettre des chiffres.
ce qui nous importait, c'était de préciser la volumétrie et les impacts économiques. On l'a dit, plus de 500 000 mesures gérées par les familles. Une estimation du temps entre 100 et 1 000 euros par an, sans tenir compte de tout l'impact psychologique. Donc on ne l'a pas chiffré, mais forcément, il faudra à un moment ou à un autre se poser la question. Et si vous faites le parallèle avec les mesures exercées par les protecteurs professionnels, eux, l'estimation d'une mesure par an était de 1600 200 euros à l'époque, au moment où ils ont édité leur étude. Là, ça a été revalorisé par le Ségur. On est à 1800, je crois, c'est ça ? 1800 euros par an. Vous faites le calcul. Vous avez une enveloppe de 800 millions d'euros qui est versée par l'État au champ professionnel. Champ familial, 0 euros. Donc notre porte d'entrée, on pense que c'est celle-là. En tout cas, c'est celle qui légitimise notre démarche. Et je vais passer la parole à Florent pour les 2 solutions fiscales qu'on a imaginées et qui sont proposées dans ce plaidoyer. Oui, donc après une analyse de tout le spectre des leviers fiscaux qui pouvaient porter cette incitation, cet encouragement, cette reconnaissance, on s'est focalisé sur 2 solutions. La principale, c'est l'impôt sur le revenu. Alors on sait que l'impôt sur le revenu, il y a plus ou moins une personne sur 2 qui ne le paie pas. Et c'est pour ça qu'on a choisi le levier du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est un avantage fiscal qui a le mérite d'être fixe et qui, si vous payez de l'impôt, va s'imputer sur votre impôt. Et si vous ne payez pas d'impôt, vous recevez tout simplement un remboursement. Donc c'est le plus démocratique, c'est le plus universel des leviers fiscaux qu'on peut trouver. Alors les réductions et crédits d'impôt n'ont pas forcément une bonne image, hein, c'est un peu la liste à la Prévert de tout ce qu'on veut soutenir. Moi je me souviens, il y a une vingtaine d'années, il y avait même un crédit d'impôt pour installer un sauna chez soi. Donc on peut dire que le sauna c'est bien pour le bien-être, etc. Mais c'est un peu relatif des fois. Donc là on a un crédit d'impôt qui est là pour soutenir une fonction régalienne. L'État, sa mission qui n'est pas discutable, c'est de protéger les droits des individus. Et quand on est vulnérable, on ne peut pas protéger ses propres droits. Et donc il y a la nécessité d'un accompagnement, d'une représentation. Et donc c'est une mission fondamentale de l'État qui relève de la justice et tous ces ministères régaliens. Donc là, on a un crédit d'impôt qui parle à tout le monde. On parle de beaucoup de simplification depuis de nombreuses années, encore ces dernières semaines. Vous voyez, on ne va pas demander aux représentants, aux protecteurs familiaux de tenir un registre, en cas de contrôle, de devoir justifier de la moindre petite chose, parce qu'aujourd'hui, ils ne le font déjà pas. C'est compliqué de se faire rembourser tous les frais qu'ils engagent. C'est compliqué de demander des fois un remboursement au titre de pension alimentaire, ou en tout cas de déduction fiscale d'une pension alimentaire, parce qu'il faut tout justifier. Donc le crédit d'impôt forfaitaire a le mérite d'une grande simplicité, et on l'a vu en termes de contrôle également. On vous demande de justifier que vous êtes curateur, tuteur, habilité. Vous fournissez la décision de justice, et le contrôle fiscal, le cas échéant, se réalise de façon particulièrement simple. Et donc ce crédit d'impôt, comme il est assez universel et qu'il concerne donc un grand nombre de personnes, ça peut faire un coût budgétaire, et tu l'as mis en relatif au coût d'une mesure réalisée par un professionnel qui serait beaucoup plus élevé, à condition déjà de les trouver. Et comme il y a un manque d'offres, normalement le prix augmente quand il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et c'est quelque chose également d'important, c'est la mobilisation de l'épargne. On parle régulièrement de la mobilisation de l'épargne des Français. Une part importante de l'épargne est sur la partie de la population la plus âgée, potentiellement la plus vulnérable, même si elle n'est pas forcément vulnérable. Et combien de milliards sont sur des comptes non affectés, non placés? On parle de logements. Combien de logements sont détenus par les personnes âgées, vétustes, non loués? Et la famille, soit on reste dans la zone grise, et donc la personne ne fait rien puisqu'elle est vulnérable, elle ne va pas être réactive, elle ne va pas faire des choses pertinentes d'un point de vue économique ou financier. Mais en plus, la famille, si elle n'a pas un incitatif à être effectivement investie du pouvoir de faire tout un tas de choses de façon tout à fait valable, on va avoir tendance à laisser comme ça ce patrimoine en déshérence. Et ça, c'est un coût pour l'économie. Alors il est encore plus compliqué à chiffrer que les autres.
Quel est le coût des logements vacants? Quel est le coût de l'argent qui traîne sur un compte bancaire? Quel est le coût de tout ça? Eh ben, c'est un coût qui, je pense, est bien supérieur au coût de la mesure, parce que si cet argent, au lieu d'être sur un compte bancaire non rémunéré, il ne serait que mis sur un compte à terme à 4% aujourd'hui, hein, faut rappeler que l'État prend au moins 30% de tous les intérêts des comptes à terme. Je pense qu'il serait assez vite compensé en plus de l'intérêt fondamental de la mesure. Donc le gros, c'est vraiment le crédit d'impôt impôt sur le revenu qui va parler à tout le monde, qui va être immédiat. Et alors après, le montant, bien sûr, a été fixé. On a fait mi-chemin entre les 100 € et les 1000 € de coût. Après, le curseur peut tout à fait se discuter dans un débat budgétaire. Et on a souhaité compléter ce crédit d'impôt, qui est vraiment central, par la prise en compte du patrimoine. C'est clair que si vous devez gérer le patrimoine d'une personne, si son patrimoine est compliqué et important, en termes d'investissement personnel, en termes de responsabilité que vous prenez, c'est pas la même chose. Et donc en matière de droits de succession, il existe également des réductions sur les droits de succession qui ont existé fut un temps. C'était en fonction des charges familiales. Quand vous aviez des enfants, eh bien, vous aviez une petite réduction qui existait. Eh bien, on se propose de créer une réduction sur les droits de succession de 500 € par année d'exercice de la mesure du défunt. Et donc c'est aussi une reconnaissance, parce que dans une famille, il va y avoir en général une personne qui va assurer ceci totalement gratuitement. C'est une petite reconnaissance du fait que, oui, alors ça ne nuit pas à l'égalité entre enfants, c'est juste payer un tout petit peu moins de droits de succession qui sont assez rapidement élevés. Et donc ça vient compléter cet esprit d'équité, à la fois vis-à-vis du rôle et vis-à-vis des tâches qui sont dévolues à un représentant quand le patrimoine est important. Gilles, par rapport à ces deux solutions fiscales et au rôle de l'État et à sa place dans la reconnaissance d'un statut spécifique pour les protecteurs familiaux, j'imagine que tu as des choses à dire. Alors, moi, je ne suis pas fiscaliste, je suis civiliste. Et il y avait deux jeunes collègues qui sont deux brillants fiscalistes en matière de protection des personnes vulnérables, à la fois affaires et droit notarial. Donc, je trouve que ces deux solutions sont plus symboliques que réelles et en même temps très importantes, quoi. Voilà, on voit bien qu'on est sur des sommes qui sont assez symboliques. Si on les compare, par exemple, aux avantages fiscaux pour les enfants, ça n'a rien à voir par rapport à toutes les charges qu'il y a. Voilà. Donc on peut se dire que c'est vrai que l'État va encourager, on parle d'armement pour régénérer notre population. Voilà. Mais d'un autre côté, voilà, nous avons toute cette population de personnes extrêmement âgées, extrêmement vulnérables à venir. Il va bien falloir réagir du point de vue de l'État. Donc il faut commencer par le symbole, je trouve. Et en tout cas, il faut encourager, parce qu'il faut mettre ça en parallèle avec le coût des mesures. Et idem pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont ils demandent aussi des moyens. Quand on sait que ça coûte 1 million d'euros, mais ça en rapporte 2 à l'État. Parce que nommer un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est peut-être de l'argent pour l'État, mais ça permet d'avoir un citoyen inclus dans la société. Dès que vous avez une mesure de protection judiciaire, vous avez des inventaires, vous avez le paiement des impôts et vous avez toutes sortes de déclarations, parce qu'on vit en complète transparence. Il y a la défense des droits, mais il y a aussi le respect des obligations. Et quand une personne vulnérable est protégée, elle respecte aussi ses obligations. Donc on voit véritablement que l'État a beaucoup à y gagner et que les premiers rendez-vous qu'on a eus, c'est toute une partie qu'ils ne connaissent pas. On pourrait dire que c'est un angle mort de notre société. Tu parlais d'invisibilité, c'est totalement vrai, à la fois pour les personnes vulnérables et pour les protecteurs, mais on pourrait parler de manière plus générale, un angle mort dans notre société qui ne voit que la performance et la beauté. Il faut aussi regarder de face notre société. Voilà. Donc beaucoup de personnes vulnérables, il faut réagir. Moi, je trouve que les deux propositions sont extrêmement justifiées par rapport à tout ce qui a été fait en amont et de l'ordre du symbole. Voilà. Et si nos pouvoirs, alors on connaît très bien le contexte financier en France, si nos pouvoirs publics nous disaient pourquoi ce ne serait pas aux majeurs protégés
de rétribuer, de financer ou en tout cas de financer cette mission exercée par le protecteur familial, par la famille. C'est quoi le message qu'on enverrait si les propositions devaient être celles-ci, selon toi? Alors, déjà, il faut savoir qu'une personne protégée, elle va prendre en charge un certain nombre d'éléments. Déjà, quand il y a une mesure de protection judiciaire, c'est assez frais. Ensuite, on attend, je regardais encore à 4h30 ce matin avec le JO, si on avait le décret d'application pour le contrôle des comptes. On nous attendait le décret avant le 31 décembre 2023. C'est un décret qui est annoncé quand même le 23 mars 2019, donc ça fait quand même 3 ans et demi que le décret n'est pas fait. Qui va contrôler les comptes des tuteurs et des curateurs? Aux frais de qui? C'est aux frais du majeur protégé. Donc à chaque fois qu'on fait des mesures, à chaque fois on pense au coût du majeur protégé. Ici, il y a quelque chose d'autre qui se joue. C'est le lien social. On parle de société inclusive. Et la société inclusive, c'est pas tant un message vis-à-vis de tous les citoyens en disant il faut inclure toutes ces personnes vulnérables et en situation de handicap. C'est aussi qu'il faut qu'il y ait un coût de l'ensemble. Voilà. Parce que les personnes vulnérables participent, évidemment. Mais c'est pour ça que la partie, je trouve, symbolique est très importante, de dire que vous êtes encore dans notre société. Et il n'y a pas que le suicide médicalement assisté qui doit être la solution annoncée en préparation. Oui, je suis d'accord avec toi. On voit très bien dans les évolutions législatives tout l'investissement et la reconnaissance qu'on a pu avoir, et bien heureusement, sur l'aide aux aidants et aux aidants, la reconnaissance d'une indemnité, des jours de RTT, parce qu'on a bien mesuré qu'aider une personne vulnérable, ça prend concrètement du temps et ça oblige à des renoncements. L'idée, elle était aussi de se dire, on essaie d'avoir la même réflexion sur les protecteurs familiaux, où effectivement, on a une surcharge supplémentaire et où symboliquement, il faudrait qu'il y ait un coup de projecteur pour qu'on puisse rendre plus lisible cette mission-là et surtout beaucoup plus cohérente en termes de financement de l'ensemble du système judiciaire en France. Juste un mot sur l'accompagnement, parce qu'on parle de l'accompagnement de la fin de vie qu'on chiffre à 2 mois. Là, ce qui est très intéressant, c'est de s'installer dans un temps long. L'habilitation familiale, c'est pour 10 ans renouvelable 20 ans. La loi demande quand même beaucoup aux familles. Une mesure de protection juridique, déjà 5 ans. Moi, j'étais tuteur de mon grand-père 5 ans. J'ai trouvé ça très, très lourd. Et aujourd'hui, voilà, prendre une mesure 5 ou 10 ans, c'est extrêmement lourd. Et il faut savoir aussi qu'avec le temps, il y a parfois des mauvaises habitudes qui se prennent. Voilà. Au début, on est plein de principes. Au début, on est fait rappeler beaucoup de choses. Et puis après, cette personne vulnérable, elle reprend sa place dans une famille. Et on va prendre beaucoup de décisions pour elle, mais par rapport à tout un environnement familial. Et c'est là qu'on prend de la distance par rapport à la loi qui nous dit non, toutes les décisions doivent être prises dans l'intérêt de la famille. Donc il y a aussi un message qui est de dire il faut que la charge de protection familiale tourne au sein des familles. Et s'il n'y a pas un message incitatif fiscal pour que ça tourne, ça ne tournera pas. Voilà. Et c'est toujours les mêmes qui sont prêts finalement à accepter cela. Toujours les mêmes qui sont prêts ensuite à aller chez le notaire prendre leur part successorale. On le sait très bien. Mais il faut vraiment que l'État incite. Voilà. Très bien. Écoutez, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre présentation. Nous avons déjà suffisamment parlé. Donc, place à la discussion et aux questions. Je pense, Neyela, qu'on doit avoir un micro pour la salle. Ou alors je donne le mien peut-être. Je vais donner le mien, donc n'hésitez pas à poser des questions, à revenir sur des choses que vous n'auriez pas comprises ou à partager votre expérience ou votre ressenti simplement sur notre démarche et sur l'action qu'on est en train de mener pour les protecteurs familiaux. Alors il y a une solution technique assez simple, c'est une question récurrente d'éviter les cumuls. Et donc on pourrait tout à fait prévoir que lorsque la personne perçoit cette PCH, eh bien, il ne soit pas éligible au crédit d'impôt pour éviter qu'il y ait cumul à la fois de l'aide PCH sur cette partie administrative et du crédit d'impôt au titre de protecteur. Donc dans la rédaction, on peut régler le problème. Et ça réduit en plus le coût budgétaire de la mesure. Donc Bercy sera très ouvert à ça.
Ça a été un sujet qui a été débattu, de se dire est-ce qu'il ne peut pas y avoir un comportement qui amène à se diviser la mesure pour avoir plusieurs fois l'avantage fiscal. Voilà, contrairement parfois à certaines mesures qui sont rédigées en disant il y a un cas sur 10 000 où il va y avoir un abus, donc on met quelque chose de très complexe qui va pénaliser tout le monde. La version qui avait été retenue dans nos échanges était d'aller sur un principe, on va dire, de bon sens. C'est quand même le juge qui contrôle la mise en place de la mesure. Si on est 12 à demander la mesure et à se la partager, je pense que le juge déjà va faire un premier filtre. Et ça, les cas qui pourraient être concernés vont être assez limités. Donc on se dit si on se met à plusieurs, c'est peut-être aussi parce que la tâche est très lourde. Voyez, donc on est plutôt parti sur un montant de crédit d'impôt qui reste, ça a été dit, somme toute limité et symbolique. Et quand bien même il y aurait éventuellement 2 personnes, ce qui permettrait peut-être de prendre aussi des fois les relais, on est largement en dessous du coût d'une prise en charge par un professionnel. Et ça sera éventuellement, comme tout dispositif fiscal, à adapter en fonction du temps. Mais le risque d'abus et le risque de surcoût nous semblait, somme toute, assez limité. On l'avait perçu, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi intégrer quand même la loi nouvelle du 23 mars 2019 sur le contrôle des comptes. Et aujourd'hui, il y a des subrogés curateurs et subrogés tuteurs auxquels on demande beaucoup, puisqu'on leur demande d'approuver les comptes. Donc on n'a pas voulu rentrer dans tout cela en se disant, s'il y a 2 personnes dans la famille qui ont des rôles différents, un rôle d'exécuteur de la mesure et un rôle de contrôleur, le rôle de contrôleur, c'est aussi à la place de quelqu'un qui va être financé par l'État. Et donc on peut se dire qu'il faut aussi inciter les gens à exercer les mesures. S'ils se battent juste pour le crédit d'impôt, ils seront prêts à se battre pour n'importe quoi en réalité. Et donc le juge dans ce cas-là aura choisi un MJPM. On le voit bien dans l'affaire Delon, quand on nous en parle, on parle évidemment d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui interviendrait. C'est pas les familles. Mais on voit bien justement que même quand les familles sont divisées, les membres de la famille ont un rôle à jouer dans la protection juridique des majeurs. Voilà. Alors après, elles se battent pour conserver un rôle. Est-ce qu'elles vont rechercher un crédit d'impôt? Peut-être pas. Mais en tout cas, nous, on n'a pas voulu rentrer dans tous ces détails parce qu'on s'est dit qu'on allait le gérer d'un point de vue macroéconomique avec Bercy. Et il fallait déjà amorcer le système. Après, si sur telle ou telle modalité, ils veulent revenir en arrière ou aller en avant, nous, l'essentiel, c'est déjà que cette part de zone d'ombre entre dans la lumière. Qu'on comprenne que les familles jouent un rôle considérable dans la protection juridique des majeurs pour une mesure sur 2. Je me permets de rebondir, Gilles. Effectivement, la logique du plaidoyer était celle-là, était de se dire, on ne va pas concrètement écrire un texte de loi. Ce n'est pas notre étape là. Là, on fixe juste en tout cas les principes, le cadre général et surtout toute la réflexion et tout le message que voudrait dire si on se positionnait de cette manière-là. C'était vraiment créer un cadre de réflexion pour se dire, si on embrasse ce sujet-là, il nous semble qu'il faudrait l'embrasser de cette manière-là. Et bien évidemment, il y a des ajustements sur le copartage. Dans le plaidoyer, vous avez un petit paragraphe. On a bien senti qu'il y avait un sujet sur le copartage, que ce soit d'ailleurs familial ou MJPM. Il y a un vrai sujet. Donc l'idée, on n'a pas formulé la solution, mais l'idée, elle est de le partager avec l'ensemble pour pouvoir justement affiner et arriver, pourquoi pas, à une proposition de texte beaucoup plus précise. Notre obsession était, c'est quoi le cadre de réflexion si on veut aborder ce sujet-là et quel est le meilleur angle d'attaque pour être percutant, intéressant et que ça fasse du sens et que ce ne soit pas simplement un appel à financement par des subventions à donner aux familles. C'était vraiment un cadre de réflexion qui nous paraissait plus important de poser que des solutions extrêmement précises. Pardonnez-moi. Et puis peut-être une précision, l'intérêt aussi du crédit d'impôt, c'est que la déclaration d'impôt sur le revenu, on est obligé de la faire. On remplit la case, c'est fait. Quand c'est une allocation qui est avec un CERFA séparé, on connaît le faible recours aux allocations et à toutes les aides qui a été relevé dans plusieurs rapports récemment. Donc s'insérer. On le voit par exemple, une petite illustration, quand on avait le crédit d'impôt pour rénovation énergétique, on était payé un an après, mais on était payé. Et on pensait à le déclarer. Aujourd'hui, avec la prime rénov', on sait ce qu'il en est, de créer des dispositifs un petit peu à côté, accessoires. Quand on y pense, le traitement n'est pas toujours des plus efficaces. Donc il y avait ce besoin de simplicité et d'efficacité.
merci de revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est finalement le pendant. C'est-à-dire que si on a droit à une reconnaissance d'un statut particulier, il faut qu'il y ait des conditions préalables. Donc, merci de l'avoir évoqué. Et peut-être Gilles Cela étant, il ne faut pas rajouter de la charge. Non. Parce que voilà. Par contre, sur la formation, ça c'est un vrai sujet. Et on en a discuté et c'est un sujet qu'on traite actuellement dans France Tutelle. Oui, il faut une formation pour les mandataires patrimoniaux, personnels, les familles. Les professionnels sont formés, contrôlés, encadrés, etc. Et les familles n'ont aucune formation, elles sortent de chez le juge complètement perdues. Et c'est vrai que si on a voulu... On aurait peut-être pu prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire sortir d'abord un plaidoyer sur la formation et ensuite avoir le plaidoyer fiscal. Mais je pense que notre plaidoyer sur la formation va sortir en même temps et qu'à un moment, il y aura le lien qui va se faire. Parce que c'est vrai que ça peut être justifié de dire, on peut vous donner un avantage fiscal, mais vous allez quand même vous former pour savoir exactement quels sont vos droits, vos devoirs, etc., vos obligations, et ce qu'il faut faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que je pense que la liaison, nous, elle nous paraît évidente. Bon, alors, pour des raisons de calendrier d'organisation, on est parti sur le plaidoyer, mais je pense que très vite, on va arriver sur la jonction avec la formation. Il y a un mot que Patrick a souligné, tu me disais que j'en avais pas parlé, c'est la déjudiciarisation. Et en effet, voilà, c'est une exception culturelle française, la matière gracieuse. Voilà. Notre juge a une mission gracieuse. Ce n'est pas une mission contentieuse. C'est-à-dire qu'il va contrôler les conditions de validité d'un acte ou les conditions de changement de statut d'une personne. Ce qu'il fait dans des pays anglo-américains, c'est une administration qui le fait ou quelqu'un d'autre, mais on ne passe pas par un juge. Beaucoup de juges ne font dans le monde que du contentieux. Voilà. L'avantage du gracieux, c'est qu'on évite le contentieux. Et en fait, il y a beaucoup de tutelles et curatelles qui fonctionnent bien aussi et qui évitent qu'il y ait du contentieux après. Mais c'est vrai que quand on a mal choisi un curateur ou un tuteur familial, quand on a surestimé les compétences de la famille, quand aussi les familles ont aussi surestimé leurs tâches, il peut y avoir, et c'est souvent les avocats qui le voient, il peut y avoir des contentieux qui vont arriver plus tard. Et ça, c'est un coût pour l'État. Et on ne se pose jamais assez cette question. De toutes ces lois de déjudiciarisation qui ont commencé dans les années 90, la déjudiciarisation du contrôle des comptes, c'est 8 février 95. La déjudiciarisation du divorce, là, c'est 2016. On a quand même 100 000 divorces par an de moins judiciarisés. Est-ce que les juges sont pour autant plus disponibles? Pas du tout. Chaque année, les juges ont plus de travail. Donc on ne comprend pas. Donc on voit bien que dans notre société aussi très individualiste, il y a de plus en plus de contentieux. Et c'est là que l'État doit aussi, par cette mesure qui est plus symbolique que réelle, prendre la hauteur du rôle pacificateur de l'État. Et ça, il n'y a qu'un civiliste qui peut vous le dire. Le but du droit civil, c'est de pacifier les relations entre les gens. Et la paix, ça coûte de l'argent. Voilà. On ne s'en rend pas compte, voilà, que combien il faut inciter aussi les familles à vivre en paix. Et cette incitation fiscale, c'est aussi prendre la mesure de toutes ces familles qui fonctionnent bien. Et si elles ne fonctionnaient pas bien, et parfois il ne faut pas grand-chose pour qu'on bascule, ça coûterait beaucoup plus cher à l'État. C'était un grand économiste français du XIXe siècle qui disait en économie, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et trop souvent, on se fixe sur ce qu'on voit et on occulte l'aspect immergé de l'iceberg, qui est ce qu'on ne voit pas, ces coûts cachés. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en avant avec ce plaidoyer. Jacques, je vais te repasser le micro pour remercier tout le monde. Merci, un grand merci. J'ai vu tout le monde prendre beaucoup de notes. Voilà. Donc il y a un intérêt. Il y a eu beaucoup d'échanges. J'ai entendu aussi beaucoup de messages. Voilà, on a besoin de l'aide de tous. Voilà. Et effectivement, ce cercle va s'élargir avec tout un tas de personnes qui veulent œuvrer à nos côtés par rapport à cette charge que toutes les familles aujourd'hui assument. Donc c'est encourageant. On sait qu'il y aura d'autres chantiers. Voilà. Le but aujourd'hui, c'est un moment fort, c'est d'ouvrir ce premier chantier, d'aller au bout de celui-ci, et puis ensuite il y en aura d'autres.
On parlait simplement de l'idée de la formation du protecteur familial. L'idée, c'est quoi? C'est leur donner en même temps que le jugement une aide pour qu'ils puissent passer ce permis de conduire à exercer leur mission. Voilà, plus facilement, plus simplement. Merci à tous. On vous souhaite une agréable journée. Regardez, il y a du ciel bleu. Et nous, on a aussi encore beaucoup d'énergie pour porter tous ces sujets. Et on sera attentif à ce que vous puissiez les démultiplier, ces messages, ces communiqués de presse sur les différents réseaux sociaux, parce que c'est une donnée importante qu'on n'avait pas avant, ces réseaux sociaux, et il faut absolument aussi s'en servir pour faire avancer la cause. Merci à vous tous.